Welcome all participants that are joining this. Bienvenue à tous les participants à ce webinaire. Nous allons attendre que tous les participants soient là. Donc, attendons quelques minutes, une minute. Ensuite, nous commencerons. Merci beaucoup. We can retourne. Okay, wonderful. I see the Parfait. participants. Je vois que nos participants commencent à entrer, à se présenter dans le chat, ce qui est très bien et je suis sûre que d'autres continueront à entrer, mais je vais commencer. Tout d'abord, bienvenue à tous à ce webinaire, à savoir le suivi des dépenses EH à travers les comptes EH. Je suis Bruce Gordon, coordinateur EH, et je suis vraiment heureux que le SWA puisse participer. Donc, merci beaucoup. Merci d'être avec nous du monde entier. Je sais que beaucoup d'entre vous sont vraiment très occupés avec vos travaux nationaux, régionaux, internationaux, toutes vos réunions. Donc, merci pour votre intérêt pour ce webinaire. Tout d'abord, j'aimerais vous donner quelques détails pratiques. Je pense que vous connaissez bien la plateforme Zoom, mais j'aimerais tout d'abord noter qu'il y a, donc je vous informe qu'il y a une interprétation en français. Donc, sélectionnez, s'il vous plaît, le canal français ou anglais. Vous pouvez le faire en bas à droite. Je pense que votre micro sera éteint automatiquement, mais si ce n'est pas le cas, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Je vais parler principalement en anglais, mais à certains moments, je parlerai avec nos panélistes et nos séminaires invités en français. Tout d'abord, le contexte des comptes EH. Vous allez les découvrir plus en détail un peu plus tard, mais ils sont de plus en plus reconnus comme une bonne pratique et ils soutiennent le cadre du SWA pour construire des stratégies financières durables et ça la promeut et également la durabilité et la redevabilité. C'est essentiel. Donc, nous voulons vous faire découvrir les expériences d'utilisateurs précoces de pays qui ont adopté cette méthodologie. Vous montrer leurs résultats. Nous allons également découvrir la perspective des bailleurs de fonds pour ce qui est des opportunités et des enjeux pour utiliser et maintenir ces comptes. Nous suivons les dépenses de l'âge pour améliorer nos politiques et notre planification. Donc, tout d'abord, je vais vous donner un aperçu des comptes EAH, mais tout d'abord, nous allons voir une introduction de la directrice générale du SWA, Katharina de Albuquerque. Ensuite, nous aurons des discussions avec le ministre de l'EH du Madagascar. Nous sommes très reconnaissants qu'elle ait voulu participer à ce séminaire. Nous avons également de partenaires très importants basés en Afrique avec Just Nancy de l'IRC et Sudana Pendi de l'OMS basé au Népal. Après cela, nous aurons, j'espère, le temps d'avoir une séance questions-réponses de votre part et nous pourrons donc soulever les questions et les commentaires que vous aurez inscrits dans le chat ou que vous aimeriez poser. Et nous allons conclure avec un petit résumé sur ce qui est disponible en termes de ressources.
Donc, tout d'abord, notre amie, la directrice du SWRA, va vous souhaiter la bienvenue. Larissa, la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour, désolé de ne pouvoir être avec vous en personne pour vous souhaiter la bienvenue. Comme nous le savons tous, malheureusement, le monde est très mal positionné pour réaliser l'ODD 6. Pour réaliser cet objectif, nous avons besoin de plus de ressources et de mieux utiliser les ressources nécessaires. C'est absolument fondamental. Ça doit avoir lieu. Les investissements dans l'EH sont des investissements au pair. Comme nous le savons, les bénéfices se montent à 5 fois les coûts. Et l'amélioration de l'hygiène peut générer des économies de 15 fois plus supérieures au coût. On l'a vu pendant la pandémie. Le fait que le secteur ne reçoit pas les ressources nécessaires, ce n'est pas une évidence, ce n'est pas inévitable, c'est une conséquence des volontés et des décisions politiques ou de leur manque. Donner de meilleures informations aux politiciens et aux preneurs de décision pour ce qui est de qui dépense dans le H et où est essentiel. Et le suivi est essentiel. Un outil de suivi et le développement de comptes EH. C'est une méthode pour réaliser le cadre stratégique avec un autre objectif stratégique sur le renforcement des systèmes et de la finance, ainsi que pour notre engagement vis-à-vis de la redevabilité mutuelle. Avec notre interaction avec les ministres des Finances et sectoriels, on peut montrer que ces comptes permettent oui, d'avoir des arguments plus percutants pour donner plus de ressources pour le secteur, à prendre le DD6, avoir un accès universel à l'EH, toujours et partout. Merci à tous. Merci beaucoup, Katharina, pour ce message enregistré. Malheureusement, Katharina n'a pas pu être avec nous, mais nous avons eu la possibilité d'échanger là-dessus et je sais qu'elle voulait vraiment promouvoir ce réseau. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, le détail des méthodes et des perspectives qui ont émergé de nos travaux, j'aimerais revenir sur pourquoi ce webinaire est important pour vous. Je vous rappelle que nous avons 84 participants et tout d'abord, pour les gouvernements, je pense qu'il est important pour nos partenaires des gouvernements de comprendre pourquoi et comment développer ces comptes OAH. Et je sais que notre honorable ministre va partager sa perspective du gouvernement. Et il y a également les agences d'aide externe, si vous travaillez pour l'une d'entre elles, ou les ONG, bailleurs de fonds, doivent comprendre comment développer ces comptes et comment nous pouvons collaborer parce qu'il y a eu énormément d'évolutions ces dernières années. J'aimerais vous en parler. Et pour les praticiens de l'EH, les chercheurs, donc je pense que c'est la majorité, et je pense qu'il serait important pour tous de comprendre les données en matière de dépenses. Ça peut enrichir vos travaux de recherche et vos dialogues. C'est intéressant de placer le suivi de l'EH dans un contexte plus large, à savoir celui d'outils et d'analyse, d'évaluation des dépenses EH. Et il s'agit vraiment de suivre
les dépenses, mais il y a également des approches et des outils qui ont accompagné ceci, des outils de planification, des outils d'analyse de secteur, ainsi que tout le travail sur l'abordabilité que vous avez peut-être découvert la semaine dernière. Et je voulais également dire que les comptes EH sont essentiels pour informer et donner une base de preuves. Donc, il y a tous ces travaux des gouvernements avec la Banque mondiale sur les dépenses publiques et beaucoup d'informations, de données concernant les budgets du gouvernement, mais ainsi que les dépenses. Eh bien, ces comptes EH peuvent enrichir toutes ces données. Donc, quelques mots sur la méthodologie. Certains ont peut-être entendu le terme TrackFin et je vais peut-être l'utiliser parfois avec les comptes EH. Il faut comprendre que TrackFin est la méthodologie. Donc, c'est une méthodologie standard pour classer, consolider, présenter toutes ces informations financières sur les dépenses, les flux financiers. Donc, il faut comprendre la méthodologie et les différents documents d'orientation. C'est essentiel. Ce qui est nouveau et interpellant, c'est le travail sur les outils de production. Il y a, ou plutôt l'OMS a développé un logiciel pour soutenir la collecte et la classification des données de dépenses. C'est disponible, je vous en parlerai, et cet outil est constamment actualisé pour vous faciliter le travail pour ce qui est de collecter l'information en un point unique. Et puis, il y a les comptes EH eux-mêmes, et donc les données qui émergent de cet exercice. Et ces données ont la même valeur que l'examen et l'analyse qu'ils engendrent. Une analyse potentielle que j'ai mentionnée était les examens de dépenses publiques. Et, elles examinent de manière plus approfondie les dépenses publiques et comment les gouvernements ont alloué et quelle était l'efficacité de leur allocation. Et ça, c'est un autre outil parce que je voulais vous faire découvrir plusieurs approches. C'est un outil complémentaire au compte EH. Et vous allez en entendre plus de la part de la Banque mondiale. Nous savons que le secteur OH est fragmenté et l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas vu que chaque pays avait des comptes EH, à l'instar des comptes santé. C'est tout simplement du fait de la complexité des acteurs, des flux financiers et la complexité de qui effectue ces dépenses. S'agit-il de ménages, de gouvernements partenaires, des impôts, ou s'agit-il de transferts internationaux sous forme d'aide? Tout ceci sont des sources de financement. Elle passe par des fournisseurs, des prestataires de services privés, publics, dans les communautés urbaines ou rurales. Donc, c'est une initiative vraiment complexe, mais cependant, il est important de le faire parce que si nous n'avons pas le paysage du financement dans son intégralité, si l'on n'effectue que des dépenses publiques, on ne
captera peut-être pas les contributions des ménages, ceux qui paient pour l'eau, l'élimination des eaux usées et l'auto-approvisionnement. Si on a toutes ces données, on peut se fixer des objectifs, se fixer des ambitions pour l'avenir, pour développer l'EH afin de réaliser les ODD. Nous savons que c'est important, surtout lorsqu'il y a peu de ressources, peu d'eau. Imaginez dans votre propre ménage, si vous n'aviez pas beaucoup d'argent, j'imagine que vous passeriez beaucoup plus de temps pour savoir comment vous dépensez votre argent, comment optimiser votre budget, qu'il s'agisse de la scolarité de vos enfants, le transport, etc. Je pense que vous étudierez plus soigneusement votre budget que si vous aviez des ressources illimitées. Donc, c'est important lorsqu'il y a une pénurie de ressources et nous savons que c'est le problème pour l'EH. Donc, quels sont les objectifs de la méthodologie TrackFin? Eh bien, comme je l'ai dit, le premier objectif est de produire ces comptes EH. Donc, avec des données de dépenses de manière intégrée et dans un format comparable, parce qu'on peut classifier et définir la portée du secteur EH. Et ce que j'entends par là, c'est qu'on doit penser aux dépenses essentielles dans l'EH et rendre ces données comparables, où on peut classifier les données et inclure la ressource intégrée, plutôt la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, chacun peut développer son propre système, mais il est aussi possible de comparer les données et c'est la force des comptes EH. Dans ce webinaire et celui de l'après-midi, nous voulons institutionnaliser les comptes EH. Donc, il faut vraiment comprendre les tendances, donc avoir des examens réguliers et comprendre les dépenses, les comparer avec d'autres secteurs pour comprendre si les dépenses sont correctes et adaptées au pays. Puis, c'est nécessaire pour l'allocation des ressources. Ça permet de mieux accéder aux ressources et aux services EH. Et ceci est une petite surprise que nous n'avions pas annoncée pour ce webinaire. Mais il y a 20 minutes à peu près, nous avons publié en ligne des réflexions sur le rapport TrackFin. Et Fiona Gore, chef d'équipe, vous a mis un lien dans la boîte de commentaires. Vous serez le premier à voir cela. Donc, ce sera disponible pour nous. On pourra le télécharger. C'est un bon point de départ pour apprendre. Ça montre les expériences des pays jusqu'à présent. Donc, n'hésitez pas à télécharger ce document. Ce sera une bonne aide pour les discussions d'aujourd'hui. Donc, le prochain visuel, donc c'est plutôt ce que je voulais vous dire avant ma conversation avec Madame la ministre. Je vais maintenant passer en français. Vous allez entendre une autre voix que la mienne en anglais. Donc, maintenant, je parle en français. Et maintenant, j'ai le privilège de présenter l'honorable
Madame la ministre Rakutuvu Velu Manansu. Je m'excuse un peu pour ça, mais elle est le ministre de l'eau, de l'assainissement et hygiène en Madagascar. Et je sais, Madame la ministre, que vous êtes très engagée à gérer la situation urgente en sud, en particulier de Madagascar. Il y a des problèmes de sécheresse, aussi les inondations, et il y a beaucoup de défis. Et c'est une situation WASH assez complexe. Et je sais aussi que Madagascar s'est engagé très tôt dans la mise en œuvre des comptes WASH et vient de démarrer le 2e siècle de ce processus. Et j'ai juste quelques questions pour vous poser, si ça vous convient. Et les deux, pour le début, pourriez-vous nous dire ce qui a décidé le ministère de s'engager dans cette démarche? Et aussi, pourriez-vous partager l'intérêt de développer des comptes WASH à Madagascar? Alors, donc, Madame la ministre, vous êtes très bienvenue et merci beaucoup de notre part pour votre participation vraiment gentille dans cette webinaire. C'est à vous. Merci beaucoup, Bruce. Je tiens à saluer tous les participants à ce webinaire, plus particulièrement Katharina du SWOP. C'est un plaisir de te revoir durant ce webinaire après tous les échanges qui ont été effectués. Bonjour à tous les participants de différents pays. Donc, je suis Voire Rakotville-Manatsoun, je suis la ministre de l'eau, l'assainissement et de l'hygiène de Madagascar. Tout d'abord, on sait très bien que dans le monde, on a de nombreux, tout comme à Madagascar, le secteur WASH est sous-financé. Si on a fait une évaluation par rapport en vue d'atteindre des objectifs du développement durable, l'ODD 6, et Katharina l'a mentionné tout à l'heure, et ainsi assurer vraiment l'accès universel et durable de services WASH pour toute la population. Cependant, il s'avère qu'on ne connaît pas généralement pas en détail la situation du financement du secteur et surtout la transparence de toutes les dépenses que chaque intervenant font dans le secteur. Pourquoi l'intérêt, pourquoi Madagascar s'est engagé pour ces comptes WASH? C'est surtout, nous sommes rendus compte que l'absence de centralisation de données que nous avons conduit après différents états des lieux, et surtout pour l'utilisation des outils internationaux, notamment le WASH-BAT, pour l'analyse des goulots d'étranglement, pour les services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement conçus par l'UNICEF. On a eu le Sustainability Check pour la vérification de durabilité. Et ça a été mené par WaterAid et l'UNICEF ici à Madagascar, et le GLAS pour l'analyse des évaluations mondiales sur l'eau, l'assainissement et l'eau potable, initié par l'OMS en 2014. Il était très difficile de réunir des données qu'en réalité, il nous manquait beaucoup de choses, d'où notre intérêt à mettre en œuvre les comptes WASH et la méthodologie à travers le TrackFin. Je citerai deux exemples concrets que nous avons tiré des leçons dans ce processus. Tout d'abord, l'un des grands enseignements du premier cycle du compte WASH, qui a été de 2013 à 2015, a été de constater que les premiers contributeurs du secteur sont les usagers des services d'eau et d'assainissement qui ont contribué à travers le résultat des études à 49% du total des dépenses sur le secteur.
c'était une grande surprise pour nous, tant pour les professionnels de l'eau que pour les politiques. Ensuite, les bailleurs de fonds sont à hauteur de 23% et les ONG représentent 14% du financement. Et enfin, les investissements de l'État représentaient 12% du total du financement. Vous avez mentionné tout à l'heure le Sud, l'aggravement de la situation de l'accès à l'eau potable dans le sud de Madagascar, qui est véritablement une urgence. Suite aux sécheresses répétées, cette meilleure connaissance de la situation financière du secteur ont contribué à une plus grande reconnaissance par l'État de l'importance du secteur. À Madagascar, le taux dans le sud des deux ne dépasse pas, pour les 3 régions, ne dépasse même pas 26% pour l'accès à l'eau potable. L'engagement du gouvernement à soutenir davantage ce secteur en particulier pour accompagner davantage les ménages et le nouveau leadership du ministère afin d'obtenir une baseline, une étude de base bien définie en termes de financement nous permettrait d'atteindre les ODD d'ici 2030. Et nous avons aussi un plan émergence Madagascar qui sera jusqu'en 2023. Et ce nouveau processus de TrackFin va beaucoup nous aider pour voir quels sont les gaps de financement. Donc, voilà par rapport aux résultats. À votre question, je vais vous donner un deuxième exemple. C'est qu'elle concerne la partie de l'inéquité des investissements entre les régions de Madagascar. En effet, nous avons constaté à travers le premier processus que 31% des investissements, des financements dans le WASH est centralisé au niveau autour de la capitale de Madagascar, qui définit environ 31% de ces financements. Ainsi, donc, les 3 régions du Sud ne dépassent, comme j'ai dit tout à l'heure, ne dépassent pas les 26% en termes d'accès et est très loin en termes d'appui dans le financement du secteur. Ainsi, cela explique que nous devons encore renforcer le sud de Madagascar, mais aussi les autres régions pour qu'il n'y ait plus d'inéquité dans toutes les régions de Madagascar. C'est dans ce sens que le Premier ministre, avec la participation de plusieurs membres du gouvernement, dont mon ministère, a organisé une rencontre avec les partenaires pour renforcer et assurer une durabilité des actions dans le Sud, dont l'axe principal pour éradiquer la famine et l'accès à l'eau pour un usage multiple. Donc voilà tout ce qui est, quels sont les intérêts de Madagascar qui nous ont conduits à enclencher le nouveau processus, un deuxième processus pour le TrackFin. Vous avez présenté tout à l'heure les différents outils et cela va beaucoup aider toute l'équipe. Et je remercie l'OMS et les autres partenaires dans l'UNICEF qui nous appuient dans ce processus afin mettre en place cette transparence, cette bonne gouvernance du secteur. Merci. Merci, Bruce. Oh, merci, Madame la Ministre. Merci pour partager tous ces points importants et votre point de vue. Je pense que, premièrement, OMS et je sais aussi UNICEF, nous sommes vraiment fiers de partenaire avec vous et avec le gouvernement. Et c'est intéressant les points que vous avez partagés parce que oui, comme beaucoup de pays, la plupart des pays, il y a vraiment cette absence de centralisation des données. Et comme nous avons deux dit, quand il y a un sous-financement, c'est de plus en plus important que les fonds qui sont disponibles quand on fait que ces fonds sont prioritisés dans un sens efficace. Et c'est aussi intéressant comme les allocations à les régions différentes et vraiment la contribution des usagers, c'est intéressant aussi.
Donc, j'ai une autre question, si vous me permettez. La mise en œuvre des comptes WASH, c'est un processus assez complexe et qui nécessite l'engagement de tous les acteurs. Quelles recommandations pourriez-vous donner pour les autres pays ou même les autres participants dans ce webinaire qui envisagent d'embarquer dans cette démarche? Merci pour la question. Effectivement, nous ne sommes pas vraiment des experts, mais nous avons commencé un premier processus. Nous l'avons terminé, nous entamons le second processus. Effectivement, la mise en œuvre de ce processus d'élaboration des comptes WASH est très complexe. Tout d'abord, elle nécessite l'engagement de tous les acteurs, incluant les ministères, les différents ministères que vous avez mentionnés tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de ministères qui interviennent dans le WASH sans que ça soit la principale activité. Donc, entre autres, les ministères qui s'occupent de la finance, en charge de la finance, la santé, l'éducation, la décentralisation, l'environnement et les autres secteurs qui jouent un rôle dans le secteur du WASH. Donc, c'est très important cet engagement de tous pour intégrer, pour s'aligner au processus, mais aussi pour s'engager dans ce processus. Je dois dire que lors du premier cycle, l'implication de tous les acteurs intervenant à Madagascar a été magnifique, et tout particulièrement le rôle des partenaires, des bailleurs de fonds et ONG, et des différentes institutions nationales, et tout particulièrement l'engagement du ministère des Finances et des cadres de mon ministère. Donc, cela marque vraiment une compréhension, mais aussi un engagement partagé dans le cadre de finaliser ce processus. Il faut donc impliquer activement tout le monde, améliorer la liste des partenaires pour ce second cycle de TrackFin afin que ces acteurs s'impliquent effectivement et partagent aussi leurs données financières et promouvoir la transversalité des actions concernant les services WASH. Il est important d'être conscient que ce processus doit s'inscrire dans la durabilité, dans la durée limitée pour mesurer les progrès, mais également pour améliorer au fur et à mesure la connaissance des dépenses du secteur. Il ne s'agit pas seulement de faire une seule étude qui donne une situation à un moment donné, mais d'intégrer la démarche comme un outil de suivi qui doit être répété. Il s'agit d'un processus itératif au cours duquel on apprend pour prendre des décisions, mais aussi pour identifier les gaps de données et renforcer progressivement les connaissances de tous pour les financements existants. Il faut donc être à la fois ambitieux, mais réaliste dans le rythme de la mise en œuvre. Nous savons très bien et vous l'avez tous mentionné, Katharina et toi, que c'est vraiment un outil de décision pour les gouvernements, mais aussi pour le ministère surtout, pour avoir une synergie des actions. Nous démarrons ce nouveau cycle pour situer le progrès réalisé depuis la dernière fois et continuer à identifier les gaps de financement et d'information afin de recadrer la synergie des interventions de tous et de mobiliser plus de fonds. Mais nous avons également décidé d'étendre progressivement la connaissance sur le financement du secteur afin de les augmenter. Donc, à partir de cet outil, nous allons voir des moyens de plaidoyer, mais aussi de sensibilisation pour les autres acteurs, comme on avait vu l'inéquité tout à l'heure. Par exemple, il a été décidé d'étendre le champ de suivi à l'hygiène, au WASH dans les écoles et centres de santé,
aux sous-secteurs importants pour nous, mais qui n'étaient pas pris en compte lors du précédent cycle. Nous avons également décidé d'étendre la collecte des données plus en profondeur, notamment pour mieux connaître les dépenses au niveau local et en particulier au niveau des communes, ainsi qu'au niveau des usagers. En effet, il s'est avéré lors du premier cycle que les données disponibles sur les dépenses des ménages étaient incomplètes et en particulier sur les dépenses d'investissement. C'est pour répondre à ce besoin de données plus précises que mon ministère a signé un protocole d'accord avec l'Institut national de la statistique, l'INSTAT, afin de renforcer les enquêtes au niveau de ménages. Donc, à partir de maintenant, toutes les enquêtes dans le secteur du WASH seront vraiment intégrées dans tout ce qui est recensement général de l'État avec les enquêtes nationaux. Ainsi aussi, nous avons le ministère en charge de la décentralisation s'est aligné au processus, ce qui sera une force pour nous tous pour la bonne réalisation de ce second cycle. Ainsi, il est important d'être progressif et de tirer les enseignements pour renforcer encore davantage le suivi du financement. Enfin, j'aimerais vous informer que Madagascar a validé en 2020 une nouvelle politique nationale pour le secteur WASH qui va être transcrite en loi très prochainement. C'est sur cette base que nous préparons une stratégie de mise en œuvre qui sera accompagnée d'une planification stratégique. Les résultats des comptes WASH permettront de fournir des éléments pour cette planification stratégique afin d'argumenter le besoin de mobiliser davantage de financement pour le secteur tant au niveau de l'État que des partenaires. Mais aussi, ils serviront également d'outils pour le suivi financier de la mise en œuvre de cette planification. L'objectif de ces processus n'est pas de produire des données pour produire seulement des données, mais il s'agit de les utiliser pour prendre des décisions éclairées et orienter les financements à venir dans chaque région, mais aussi au niveau national. L'institutionnalisation de ce processus de développement des comptes WASH serait donc essentielle pour assurer la pérennité du secteur et de son suivi. Pour conclure par rapport à toutes les questions qui ont été posées, j'aimerais solliciter les interventions de tous les partenaires existants ou aussi pour les nouvelles initiatives afin de renforcer les financements du secteur WASH à Madagascar et surtout dans le sud du pays, dans le but d'atteindre les objectifs fixés pour les ODD 2030, mais aussi dans le cadre du plan émergence Madagascar d'ici 2023. Merci, Bruce. Merci, Madame la Ministre. C'est vraiment, je crois que tous les participants et tous les auditeurs, les bailleurs, les partenaires ont vraiment apprécié vos mots et vos comme idées de sagesse. Et surtout sur la réflexion sur la durabilité de la processus, parce que comme vous avez bien dit, c'est pas juste une question de faire la production des données, c'est vraiment pour informer la planification et c'est vraiment intéressant d'écouter que vous avez cette nouvelle politique qui vient et je sais que c'est vraiment important avec tous les défis maintenant, par exemple au sud. Donc, comme j'ai dit au début, tout le monde est ravi que vous avez partagé avec nous. C'est vraiment une inspiration de la part de vous-même et de la part de Madagascar. Donc, merci et on va continuer notre collaboration et c'est toujours un plaisir. Je peux dire un dernier mot par rapport, étant donné qu'on a... Oui, bien sûr, vous avez toujours la parole, Madame.
Merci à tous. Merci à tous les partenaires dans l'OMS, l'UNICEF, mais aussi WaterAid qui est avec nous pour cette initiative et de nous avoir permis de partager nos expériences pour les améliorer, mais aussi pour avoir encore plus, pour que vous puissiez, au niveau international, voir ce que vous pouvez faire pour tous les pays, dont Madagascar. Je pense que les autres pays aussi verront comment activer le processus, mais aussi, c'est surtout pour marquer l'engagement de l'État et pour mettre en place la gouvernance du secteur qui est très important pour la transparence, mais aussi pour l'atteinte des objectifs qui sont fixés. Merci à tous et merci aux organisateurs de ce webinaire. Je resterai toujours avec vous jusqu'à la fin de ce webinaire. Merci. Merci encore, Madame la Ministre. Et je crois que maintenant, on va faire la transition à une autre présentation. Je pense que c'est moi aussi qui va le faire. Donc, je vais transitionner à anglais. Okay, so next slide, please, Larissa. Donc, la prochaine diapo. Après avoir entendu ces informations très riches de Madame la Ministre, nous aimerions maintenant revisiter certains modules des comptes EH. Nous n'allons pas vraiment entrer dans les détails, mais comme Madame la Ministre l'a dit, il est très important, comme on l'a vu à Madagascar et dans d'autres pays où ceci a été réussi, eh bien, il faut mobiliser un soutien. Dans le premier cycle, cela peut prendre parfois un an pour que le gouvernement et d'autres partenaires acquièrent les connaissances. Parfois, on a besoin d'experts. Et dans le deuxième webinaire, on a beaucoup parlé d'utiliser des données pour que ceci soit complètement approprié par le gouvernement et opéré par le gouvernement. Donc, on classifie, on prépare des données pour les comptes EH à travers certains outils que j'ai mentionnés. Et c'est un parcours difficile, mais à partir de la première itération, ça devient plus facile et on apprend des expériences du pays ou d'autres expériences. Et après l'évaluation ou l'examen de ce cycle, par exemple, l'examen des nouvelles politiques de Madagascar ou l'examen de l'efficacité, l'efficience des dépenses. Après cela, il y a un deuxième cycle. Cela, comme je le dis, n'a pas besoin d'avoir lieu chaque année, mais ça doit être régulier. Examinons un peu les résultats. Voici un visuel du Sénégal, du Kenya et du Mexique. On compare vraiment des pommes avec des pommes parce que ils ont classifié leurs dépenses EAH en termes de portée un peu différemment. Certains donnent plus de poids à l'hygiène, mais c'est comparable pour ce qui est des dépenses clés. Vous voyez que les dépenses vont de 333 millions de dollars au Sénégal à plus de 8 milliards de dollars au Mexique. Il est intéressant de voir les dépenses par habitant. Encore une fois, cela va de 21 dollars jusqu'à 63 dollars. Mais en termes du pourcentage du PIB, c'est différent. Et les pays plus riches dépensent peut-être moins pour ce qui est du pourcentage du PIB. Du point de vue de l'OMS, ce qui est intéressant, c'est que les dépenses EH sont
très utile pour les résultats en matière de santé. Donc, c'est intéressant de comparer ceci avec les dépenses en santé. Et on constate que le taux est entre 2 et 5,5%. Mais pour l'OMS, l'investissement dans l'EH, c'est un investissement dans la santé. Il serait intéressant de savoir que, bon, sachant que la diminution des diarrhées ou des pneumonies liées à l'EH peut être générée par plus d'investissements en EH et donc moins de dépenses en santé. Donc, nous aimerions savoir si les financements actuels sont suffisants et quelles sont les tendances. Est-ce qu'elles augmentent ou diminuent par rapport au... Donc, quel est le niveau de financement par rapport à d'autres pays et quel est le niveau de financement par rapport à d'autres secteurs comme la santé, l'éducation. Donc, mais il s'agit ici de dépenses clés uniquement. Donc, comment sont dépensés les fonds OH? Nous avons une expérience de l'Inde et cet exercice a été entrepris au Rajasthan. Ils ont examiné les dépenses EH par sous-secteur. Et vous voyez que l'eau potable rurale reçoit le plus de fonds. Il y a eu de grandes augmentations en matière de EH parce qu'il y a eu une grande initiative, notamment pour le secteur rural. Est-ce que les fonds vont dans des domaines qui en ont le plus besoin? Quelle est la différence entre le secteur urbain et ruraux? Quelles sont les tendances? Comment les tendances reflètent les besoins? Nous aimerions que tous les acteurs de l'EH réfléchissent de manière critique sur où vont les dépenses. Donc, qui paie? Madame la ministre nous a dit que les dépenses des ménages sont assez élevées. Au Madagascar, et c'était surprenant. C'était plus ou moins connu pendant un certain temps. Vous voyez les tarifs à 34%, les dépenses des utilisateurs, 14%. Donc, la contribution des utilisateurs, presque la moitié pour ce qui est du financement. Donc, ça, c'était plutôt un exemple du Mali. Donc, une question qui nous vient tous à l'esprit, est-ce que le gouvernement fait suffisamment ou donne suffisamment de fonds publics pour la réglementation, pour s'assurer que certains ménages pauvres soient subventionnés? Donc, le gouvernement fait-il suffisamment pour autonomiser les ménages? Qu'en est-il de l'affordabilité? Et quel est l'équilibre entre les financements du gouvernement et les financements externes? Donc, vous voyez les donations, les aides.
findings from Madagascar. Et les résultats du Madagascar mentionnés par Madame la ministre étaient les suivants. Elle était préoccupée par l'allocation de fonds vers les régions qui en avaient le plus besoin. Les régions les plus vulnérables étaient au sud et Madagascar pense allouer plus de fonds vers le sud. Voici des exemples du Sénégal et du Burkina Faso où il y a souvent des disparités en termes d'allocation de fonds pour l'EH. Souvent, les fonds vont vers des capitales, donc plus que vers d'autres régions. Donc, il y a une certaine disproportion en matière d'allocation. Quelques exemples de l'impact des comptes EH. Il faut se souvenir que c'est un effort tout nouveau qui a eu lieu ces 8 à 10 dernières années. Et c'est seulement ces dernières années que les pays utilisateurs précoces les ont mis en place. Donc, le Burkina Faso, à travers les comptes, a montré qu'il fallait augmenter le financement de 2,5 fois pour réaliser les plans nationaux. Lorsque l'on a soigneusement examiné les choses, il est bien plus facile de convaincre le ministère des Finances, parce que le ministère des Finances veut savoir si le financement peut être absorbé. Je vois un commentaire de mon ami Meta. Merci. Meta était l'un des architectes de cette initiative très tôt. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Le ministre de l'énergie et de l'eau au Mali a utilisé les comptes OH pour un plaidoyer pour plus de financement du gouvernement pour l'OH. Le Mali, le Madagascar et l'Ouganda usent les données de ces fonds pour leurs examens nationaux. Et les résultats des comptes EH ont été utilisés lors des réunions des ministres sectoriels et des ministres des Finances. Et Katharina a montré comment ces données sont utilisées dans le contexte du SWA. Donc maintenant, nous avons une discussion de panel. Je regarde ma montre. Donc, nous sommes vraiment dans les temps. Merci de rester avec nous. Je sais qu'il s'agit de beaucoup d'informations et j'ai maintenant le plaisir de présenter notre panel. Juste Nancy est avec nous. Il est de l'IRC. Il est le responsable régional de l'IRS pour l'Afrique. Il est directeur de pays pour le Burkina Faso. C'est un excellent collègue. Il est très sage, très aimable. Il est expert en matière de services, de gouvernance des services EH. Il a énormément d'expérience et il veut vraiment s'assurer que les systèmes EH sont en place au niveau du gouvernement pour que l'accès à l'eau gérée de manière sécurisée puisse permettre de réaliser les ODD. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra pour qu'on puisse vous suivre? J'aimerais également présenter Sudan Panti. Il a travaillé avec le gouvernement du Népal
pendant plus de 20 ans. Donc, il a énormément d'expérience pour ce qui est de travailler avec les gouvernements. Il connaît les enjeux et depuis près de 10 ans, il est maintenant un collègue au sein de l'OMS en tant que dans notre bureau national, en tant qu'expert en santé environnementale. Donc, commençons. Je vais de nouveau tenter de parler français. Donc, bonjour Juste. Vous êtes avec nous? Toujours? Oui, je suis là, Bruce. Merci. OK, c'est toujours c'est un plaisir et je ne sais pas si vous pouvez illuminer votre écran. Parfait, vous êtes là. OK, well, comme j'ai dit, c'est un plaisir. Et j'ai quelques questions à vous demander, si ça vous convient. Mais cher Juste, IRC intervient depuis de nombreuses années sur les questions de financement de le secteur WASH, notamment avec tout le travail que vous avez conduit avec le WASH Cost, qui a permis de mieux connaître ce qui coûtait les services de l'eau et l'assainissement. Et je sais aussi IRC appuie depuis plusieurs années la mise en œuvre des camps WASH, que ce soit en Burkina Faso, au Mozambique ou même encore en Kyrgyzstan. Donc, avec ce contexte, pourriez-vous nous dire ce que ces processus apportent pour un partenaire tel que IRC? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Bruce. Bonjour à tous les participants. Merci pour cette session, ce webinaire. Je remercie vraiment l'OMS de m'associer à cette réflexion. Effectivement, comme tu l'as dit, Bruce, IRC a étudié les coûts, a travaillé sur les coûts des services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement de 2010 à 2015 avec la méthodologie WASH Cost. Mais certes, nous avons pu comprendre à travers ce vaste travail de recherche ce que coûte la fourniture des services, mais il nous manquait la situation des financements et de qui contribue pour le financement de ces coûts. Et pour continuer le travail au Burkina, nous avons appuyé en 2016, le gouvernement a réalisé une revue des dépenses publiques sur la période de 2007 à 2015, des dépenses publiques dans le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, bien évidemment. Et cela nous a permis de dégager un certain nombre d'observations, de constats sur l'efficacité des dépenses publiques dans le secteur et de formuler des recommandations importantes. Mais ce travail, il nous manquait dans ce travail, on a constaté, on a relevé quand même qu'il nous manquait l'analyse des financements qui ne sont pas publics, des financements qui ne proviennent pas que de l'État et de ses partenaires au développement. Et il était quand même important pour nous d'avoir plus de visibilité sur les financements des ménages et les financements qui sont exécutés par les ménages, mais également par le secteur privé. Cela d'autant plus que on sait, et il est clairement établi, que le financement de l'exploitation et de la maintenance des services, donc ce qui détermine le fonctionnement des services d'assainissement tous les jours et qui passe par ce qu'on appelle généralement la tarification, ce financement incombe aux ménages. Donc, on ne peut pas seulement regarder les investissements qui sont réalisés par les ressources publiques, mais il est important également de voir la contribution des ménages, en particulier pour la gestion courante du secteur. Et donc ça, c'est un élément qui nous motivait à comprendre davantage que représentent justement les contributions des ménages au financement du secteur. Et en plus, on avait commencé à avoir les résultats des premiers pays qui faisaient ressortir que les ménages étaient les premiers contributeurs du secteur.
Et donc, il était quand même important de savoir, mais qu'est-ce que cela veut dire au Burkina, où jusque-là, on avait toujours limité l'analyse aux investissements publics et on avait toujours cru que c'était l'État et ses partenaires qui étaient les premiers investisseurs et les premiers contributeurs dans le secteur. Donc, c'est ces éléments-là qui nous ont motivés à adopter et à utiliser la méthodologie TRACFIN, à faire les comptes de l'eau au Burkina. Et donc, et là, je peux partager de quelle manière, ou quelques exemples de la manière dont cela a pu nous aider dans notre travail en tant qu'IRC ici. Et déjà, oui, un premier point qu'on a observé du premier cycle des comptes de l'eau qu'on a réalisé au Burkina, et qui était assez frappant, c'est l'analyse qu'on a faite des besoins de financement par rapport aux apports ou donc les besoins de financement qui sont exprimés à travers les programmes nationaux pour atteindre les ODD. On a essayé de les comparer à la capacité de mobilisation du secteur qu'on a pu observer à travers les comptes de l'eau sur les 3 dernières années des objectifs du millénaire pour le développement, donc des OMD. Et le constat était assez frappant parce qu'il a été constaté qu'il faudrait, comme tu l'avais dit tantôt, je dirais, il faudrait multiplier par à peu près 3 le niveau de financement public du secteur pour atteindre les objectifs, les ODD. En comparaison avec ce qui était mobilisé pour les OMD. Et ça, c'est quand même un élément assez fort pour alimenter notre plaidoyer, mais également notre assistance technique aux autorités publiques burkinabées afin de déployer des stratégies appropriées de financement pour faire face aux défis de financement du secteur. Parce que si on maintient le niveau de financement qu'on avait pour les ODD, ça veut dire qu'il nous faudrait 3 fois plus de temps pour atteindre les ODD si on maintient le niveau de financement des OMD. Donc ça, c'est quand même un élément assez fort qu'on a pu tirer de l'analyse des comptes de l'eau, du premier cycle qu'on a exécuté. Et l'autre élément, c'est quand même, donc je parlais tantôt de la contribution des ménages. Et là, ça nous a permis de mettre en lumière un gap important d'informations. Parce que quand on a tenté pendant le premier cycle de quantifier les contributions des ménages pour la gestion pour l'exploitation des services d'eau et d'assainissement en milieu rural, il nous était quasiment impossible d'avoir des données précises. Simplement parce qu'on a eu les données que pour le milieu urbain. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier que les ménages étaient les premiers contributeurs. Mais le milieu rural représente 80% de la population et il nous était quasiment impossible d'avoir des données précises sur combien, voilà, quand les gens ils payent chaque jour un bidon d'eau, un seau d'eau et qu'ils payent à la pompe, au total, en une année, ça représente combien? Il nous était impossible de reconstituer cette information simplement parce qu'il n'y avait pas de système de remontée de l'information, de consolidation de l'information au niveau central et que dans un pays où il y a 42 000 pompes à motricité humaine, il nous est impossible de courir ou de remonter à la source et même à la source, très peu d'associations d'usagers de l'eau sont en mesure de dire exactement combien elles ont collecté comme recettes de vente de l'eau au cours d'une année, simplement à cause des difficultés de tenir les documents de gestion. Et donc, c'est un gap de connaissances qui est énorme, énorme. Donc, les ménages contribuent certainement beaucoup plus, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et donc, du coup, on ne peut pas efficacement influencer l'amélioration des politiques ou même influencer la mise à jour, l'amélioration des stratégies de recouvrement des coûts. Et pourtant, on sait que c'est sur ce tarif, sur cette contribution des ménages que repose l'exploitation quotidienne du secteur. La gestion quotidienne, la continuité du service repose sur ces ressources. Donc, c'est quand même un élément important qui nous a permis d'amplifier notre plaidoyer sur la professionnalisation de la gestion de l'eau en milieu rural. Parce que en l'absence d'une gestion professionnelle et en l'absence d'un système de suivi qui soit rigoureux, il est impossible de savoir exactement quelle est la contribution apportée par les ménages et de se poser les bonnes questions comme est-ce que cette contribution suffit pour recouvrir les coûts
hein, de gestion et d'exploitation. Et si cette contribution ne suffit pas, mais quel mécanisme on met en place pour compenser les gaps quand l'exploitation et la maintenance n'est pas bien financée. Donc, il y a des questions fondamentales pour la continuité, la durabilité du service qui se posent, mais sur lesquelles aujourd'hui, le manque d'informations fiables ne permet pas d'améliorer ou de répondre aux questions cruciales que cela soulève. Donc, voilà quelques exemples concrets. En synthèse, je pourrais dire que connaître et maîtriser les coûts comme Katharina l'a dit, comme Madame le ministre l'a dit, comme toi-même tu l'as dit, Gordon, c'est avoir cette information est essentiel pour le pilotage du secteur. C'est essentiel pour faire face aux enjeux des ODD, parce que les ODD, ce n'est pas simplement faire de l'investissement, mais c'est assurer également des services de qualité, autant que possible, des services gérés en toute sécurité. Et pour cela, il faut connaître, il faut maîtriser tous les flux de financement et toutes les contributions qui doivent provenir de tous les acteurs. Et en particulier, les contributions des ménages font partie, je dirais, représentent un pilier de la durabilité du secteur, parce que et les taxes également représentent un pilier de la durabilité du secteur, parce que le secteur ne va pas reposer indéfiniment sur l'aide au développement. Donc, il est essentiel que les États soient en mesure de prendre le relais de l'aide et d'assurer le financement des investissements, et que les usagers soient en mesure d'assurer l'exploitation des investissements. Donc, aujourd'hui, comprendre les comptes de l'eau nous apporte des informations essentielles, des données qui sont vraiment précieuses pour le plaidoyer, mais également pour l'appui technique à l'État, au gouvernement, aux autorités nationales, mais également aux autorités locales pour la prise en charge du service et pour l'atteinte des ODD. Merci beaucoup. Wow, juste. C'est vraiment une réponse riche et détaillée. Et c'est vrai que on suit un peu les mêmes thématiques, comme la contribution des usagers, ménages et tout ça, et la puissance de connaître ça. So, merci pour la réponse. Je suis pas sûr, mais je pense que nous sommes un peu derrière maintenant avec le programme et j'ai beaucoup de questions à vous poser. Mais je pense que je vais laisser comme ça. Mais est-ce qu'il y a des points que vous voulez ajouter rapidement? Ou? Non, je pense que comme on est un peu serré sur le timing, je vais m'en tenir à ça. Et s'il y a d'autres questions du public ou des participants ou d'autres... Et je sais que nos auditeurs ont leurs propres questions. Aussi, peut-être il y aura une opportunité d'avoir un petit échange jusqu'avant la fin. Donc, je vous remercie vraiment de mon cœur pour l'échange. Et merci pour partager et collaborer avec nous. OK, so now I'm back in Bien, English. me voilà de nouveau en anglais. Soudan, je vous ai présenté déjà. Êtes-vous là? Est-ce que vous pourriez appuyer sur le bouton vidéo pour que l'on vous voit? Je ne suis pas sûre de voir apparaître Soudan. Si vous êtes là, faites-moi signe. Ah voilà, je vous vois. Parfait, Soudan. Merci, merci. C'est tard pour beaucoup de participants. C'est déjà tard dans la journée, dans l'Asie du Sud-Est. J'ai certaines questions à vous poser, 3 questions. Et on va voir si on aura le temps de les poser toutes les 3. Enfin, je vais les poser toutes les 3 en une. Je voudrais comprendre, je sais que le gouvernement du Népal est débutant dans ce processus. On en est la première partie du cycle. Et je me demande pourquoi le gouvernement du Népal a décidé de développer ces comptes WASH et comprendre le processus. Là, vous en êtes qu'au début et je voudrais savoir quels sont en ce moment les défis. On a compris pourquoi c'est un processus intéressant, mais il y a des défis et je me demandais si vous pourriez, vous, nous présenter les défis. Merci, merci Bruce. Merci pour votre présentation. Alors, pour ce qui est du gouvernement du Népal et la raison
de savoir pourquoi ceci est devenu une priorité du gouvernement, de ses engagements. Le gouvernement s'est engagé à travers sa constitution d'apporter de l'eau sûre, accessible à tous et à éliminer les égalités au niveau des services EAH, d'optimiser le financement de l'eau pour tous à travers différentes réunions de haut niveau, ministère des ministres des ministère des Finances, ministère de secteur, etc. Nous avons mis en place un processus systématique. Quelle est la situation à l'heure actuelle? Nous avons participé à GLAS depuis le premier pilote de 2008, mais durant les analyses de GLAS, un processus plus systématique a été développé. Nous avons eu des analyses qui étaient plutôt des estimations. Ça a permis au Népal de développer un plan pour le secteur et à travers ce plan, nous avons vu qu'il y avait des lacunes énormes en matière de financement du secteur. Selon le plan de développement du secteur, en fait, comme dans les autres pays, nous devrions multiplier par 3 notre financement. Nous avons des partenaires comme WaterAid, nous avons pu faire des analyses et tous identifient des lacunes énormes. Ils ne portent pas uniquement elles ne portent pas uniquement ces lacunes sur les services de base. Nous luttons contre la défécation à l'air libre. Pour ce qui est de l'ODD 6, la gestion sûre des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, nous avons encore du chemin à parcourir pour ce qui est de la gestion sûre. Moins de 20% des personnes ont accès à de l'eau sûre. Il y a un manque de données dans ce domaine. Le Népal a besoin d'un système qui lui permet d'établir le traçage de ses finances. Nous avons eu un événement en 2019 organisé par l'OMS et nous avions un participant de la Commission nationale de la planification et des décideurs de ce type et ils ont été convaincus par le processus des comptes WASH et l'outil TrackFin est persuadé qu'il nous fallait adopter ces méthodes en alloquant notre budget et en assurant qu'il y ait davantage de transparence, de redevabilité, d'équité, de répartition égale des ressources et combler les lacunes financières. Donc, le gouvernement s'est engagé à partir de ce moment-là. Alors, pour les défis, pour répondre à votre deuxième question, Bruce, oui, le processus est complexe, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction. La collecte des données n'est pas simple. Le secteur est fragmenté, la collecte est fragmentée et au Népal, nous avons de nombreux ministères qui travaillent pour assurer la fourniture de l'eau, développement local, santé, éducation, etc. Nous avons 3 types de gouvernement, rural, provincial, etc. Donc, même
Au niveau des gouvernements, il y a des entités multiples et puis il y a les bailleurs de fonds multilatérales, bilatérales, les ONG, ceux qui ne sont pas des ONG. Donc, pour établir un suivi du financement, ce n'est pas simple. La ministre de Madagascar l'a mentionné, la contribution des usagers est très élevée dans notre pays également. Sans subsides comme les autres pays, en Inde, il y a des subsides importants, mais ce n'est pas le cas au Népal. Aucune subvention pour la consommation des ménages. Donc, difficile d'établir un suivi. Au Népal, des milliers d'opérateurs sont gérés par des comités d'usagers et pour établir un suivi, ce n'est pas simple. Le temps dépensé est difficile à examiner. Et là, nous ne parlons que des dépenses EAH. Il n'y a pas de données désagrégées en eau, en assainissement, en hygiène. Il est difficile d'appréhender ceci. C'est le gros défi auquel nous sommes confrontés. Autre défi. Dernière, suite à la COVID, nous avons eu l'appui de l'OMS. Nous n'avons pas pu collecter les données. Le gouvernement ne peut pas apporter d'appui à l'heure actuelle. Nous avons besoin d'appuyer ce processus. Le Népal a une bonne expérience des comptes santé. Mais là, nous avons une expérience limitée pour les comptes WASH. Nous voulons pouvoir fournir des données, que nos partenaires puissent fournir des données facilement. Et si nous formons quelqu'un, eh bien, ce sera transféré immédiatement. Merci beaucoup, Bruce. Merci, Soudan. Merci pour cette réponse détaillée. J'aurai de nombreuses questions à vous poser. Nos participants veulent en savoir davantage sur la situation au Népal. Cette information est complexe. Pour résumer, il y a beaucoup d'acteurs au Népal dans le secteur et il est important de réunir toutes ces organisations et de leur apporter une série de données. Merci d'avoir partagé vos réflexions avec nous. Nous sommes un petit peu en retard sur le temps. Merci, Soudan. Merci, Juste. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Fiona. Fiona, vous souhaitez peut-être faire des commentaires sur ce que vous avez entendu. J'apprécie tous les commentaires, toutes les questions dans le chat et je suis désolée que nous n'ayons pas suffisamment de temps. Merci Bruce, merci à tous nos panélistes, Juste, Soudan, la ministre du Madagascar. Je voudrais peut-être souligner deux questions, remercier les participants pour toutes les questions dans le chat. Certains d'entre nous ont essayé d'y répondre, de vous donner des liens.
des contacts. Je voudrais rebondir notamment sur 2 questions, Bruce, et donner la possibilité à Juste et Soudan d'y répondre. Juste et Soudan, pourriez-vous répondre ou rebondir sur une ou 2 des questions dans le chat? Sur la base des résultats des comptes WASH, devrions-nous changer ou améliorer notre approche, notre plaidoyer? C'est la première. La deuxième, avez-vous des avis pour que le gouvernement prenne le leadership pour suivre les dépenses du secteur? Donc, ce sont 2 questions parmi beaucoup d'autres. Nous voudrions nous focaliser sur ces 2 questions pour m'assurer que vous les ayez. Je vais les noter dans le chat. La première porte sur la base des résultats, devrions-nous améliorer notre approche du plaidoyer? La deuxième, comment s'assurer que les gouvernements aient vraiment le leadership du processus? Donc, 1 minute chacun pour essayer de répondre avant que nous clôturions la réunion. Merci beaucoup. Fiona? Alors, Juste et Soudan pensaient qu'ils pouvaient se relaxer, mais nous leur demandons de répondre brièvement. Juste, pourriez-vous répondre en premier et faire un commentaire sur l'implication du gouvernement ou la façon dont nous adressons au gouvernement? La parole est à vous. Merci, Bruce. Je pense que ce sont des questions essentielles. Comme je l'ai expliqué dans les exemples que j'ai présentés sur les années à venir, le processus des comptes WASH améliore de façon logique notre approche du plaidoyer en nous apportant des données probantes. Donc, ma réponse simple n'est peut-être pas que nous améliorons la façon dont nous assurons le plaidoyer, mais ça nous apporte des données probantes qui renforcent notre position. Depuis des années, nous disons que les pays, les gouvernements doivent augmenter leurs allocations au secteur. Et ici, nous pouvons montrer, le confirmer, qu'il y a une lacune de financement dans le secteur, ce qui appuie le plaidoyer concernant l'allocation. Nous pouvons quantifier cette lacune. Si nous ne faisons rien, nous aurons besoin de 3 fois plus de temps et d'argent pour atteindre les ODD. Et comment s'assurer que le gouvernement soit réellement leader? Ça doit être fait au début du processus. Il faut que ce soit le gouvernement qui demande lui-même qu'un processus de compte WASH soit mis en œuvre, qui demande l'appui des partenaires de l'OMS et d'autres pour ce développement des comptes WASH et collaborer avec les plateformes de prise de décision pour leur montrer les lacunes de connaissances, de données dans le processus de prise de décision et comment ces lacunes au niveau des données ou mauvaise qualité de données peuvent les conduire à de mauvaises décisions, alors que ces décisions sont des décisions essentielles, cruciales. Donc, ce serait ma réponse brève sur ce qui est essentiel pour s'assurer que les gouvernements soient réellement leaders au niveau de ce processus. Je sais que beaucoup dans le chat vous apprécient et vous remercient pour ce que vous avez fait. Soudan. Alors, le plaidoyer, le leadership, pour y répondre, je voudrais donner un exemple du Népal. Le gouvernement est aujourd'hui leader et nous n'avons plus besoin de faire de plaidoyer. Ils appuient fortement les comptes WASH, sont prêts à allouer un budget, mais n'oublions pas quelle est la priorité du gouvernement. Aujourd'hui, le Népal a démarré un plan EAH pour les différents gouvernements
locaux, mettre en place un système et les comptes WASH doivent être liés aux priorités du gouvernement. Ce plan de système EAH facilite le développement de ce système. C'est notre expérience au Népal. Merci. Merci, Soudan. Il nous reste 4 minutes. Nous allons terminer dans les temps et je voudrais inviter DG à prendre la parole. Merci, Bruce. Un petit point que je souhaiterais mentionner concernant la question du plaidoyer. Il y a une expérience très intéressante au Mali. Lorsque le ministre de l'eau a reçu les résultats du premier cycle des comptes WASH, il a dit « c'est exactement l'information dont j'ai besoin pour parler au ministre des Finances et dire « nous avons des objectifs que nous n'attendons pas, nous n'avons pas suffisamment de financement pour le secteur ». Et il s'est adressé également aux donateurs, aux bailleurs de fonds, pour leur demander d'augmenter le financement au secteur. À partir de 2017, le budget alloué par le gouvernement était de 1,23%. 23% la part du budget national. C'est passé à 2,6% à 2018 et a augmenté en 2019. Donc, c'est un très bon outil de plaidoyer pour le secteur. Merci, Bruce. Je m'arrêterai là. Vous avez tout à fait raison. Et ces données parlent d'eux-mêmes. Vous avez raison. Je passerai rapidement. Il nous reste 2, 3 visuels. Il y a des commentaires dans le chat. On nous demande où trouver les ressources, où sont-elles disponibles. Il nous reste 2 visuels. Le type de ressources disponibles concernant la production, les outils pour les comptes WASH, le logiciel que j'ai mentionné, là, il y a une communauté de pratiques très riche, une bibliothèque, un groupe de discussion, des documents de formation. Comment les trouver? Comment y avoir accès? Je pense que la meilleure chose à faire, si une personne souhaite en savoir davantage ou mettre en place des comptes WASH, notez cette adresse email et un membre de notre équipe répondra à votre demande et vous fournira toutes les informations dont vous avez besoin. Pourquoi procédons-nous de la sorte? C'est parce que ceci vous donne accès à un guichet unique, une équipe à votre disposition. Ce serait l'idéal, mais ce n'est pas encore en place. Alors, si vous nous envoyez un email, vous aurez accès à cette communauté de pratiques, à ces documents. Et lorsque le guichet unique sera prêt, si vous nous avez envoyé un email, nous vous informerons, nous vous dirons que le guichet unique est prêt. Voilà, ce disant, je voudrais remercier chacun d'entre vous, chaque participant. Vous êtes des centaines. Nous allons étudier vos questions, vos commentaires. Nous sommes reconnaissants pour chacun d'entre eux et je voudrais remercier bien sûr son Excellence, Madame la ministre du Madagascar. Merci infiniment. Ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous et nous sommes très heureux de coopérer avec vous et tous nos partenaires également, d'appuyer ce que vous faites à Madagascar. Je voudrais remercier Juste et Soudan, nos panélistes, et je voudrais remercier l'équipe de l'OMS, Fiona et DG, Marina, Betsy, derrière la scène, qui nous aide. Et enfin,
je voudrais remercier soit Sanitation and Water for All, le secrétariat, Rossi, Larissa, Marissa. Vous avez beaucoup travaillé pour rendre cette rencontre possible et nous espérons que tout ceci va améliorer l'accès à l'eau, à l'assainissement et l'hygiène pour nous tous. Merci infiniment à chacun. Au revoir.